Ce sont des organisations redoutables, capables de faire trembler des États et de déstabiliser des gouvernements, à l'image de ce qui se passe en ce moment en Équateur, pays d'Amérique du Sud. Jusqu'où iront les cartels de la drogue? Décryptage avec Bertrand Monet, qui est notre invité. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de l'économie du crime. Vous êtes professeur à l'EDEC, grande école de commerce parisienne. Et pendant 2 ans, vous avez filmé toutes les étapes de ce qu'on pourrait appeler le business model, le modèle économique du cartel de Sinaloa au Mexique. Nous allons en parler, mais avant donc la situation en Équateur. Le président Daniel Noboa déclare aujourd'hui que la paix va revenir progressivement. Il travaille en ce sens, dit-il, mais après avoir dit il y a quelques jours que le pays était en plein conflit armé interne. Tout est parti de l'évasion de l'ennemi public numéro 1 dimanche dernier d'une prison. On a vu des prises d'otages, notamment à la télévision, dans des prisons aussi, 5 prisons prises d'assaut par des cartels de la drogue. Comment l'Équateur en est-il arrivé là ? L'Équateur, petit à petit, est devenu en fait un hub logistique, une zone logistique de plus en plus utilisée par de grandes organisations criminelles transnationales basées dans la région, essentiellement en Colombie et au Mexique, qui ont besoin constamment d'avoir de nouveaux ports pour exporter la drogue, à la fois vers les États-Unis et vers l'Europe, quitte à faire suivre à cette drogue des routes très très longues. Et l'Équateur, étant voisin de la Colombie, évidemment, a été un choix assez naturel. Au départ, les organisations dont on parle en ce moment, c'était des petits gangs qui ne faisaient pas beaucoup de trafic de drogue, et puis petit à petit ce sont devenus des partenaires de ces multinationales criminelles, notamment du cartel de Sinaloa au Mexique, mais pas seulement, de cartels colombiens également. La cocaïne dégage tellement de rentabilité, le trafic de cocaïne de la Colombie jusqu'en Europe, c'est à peu près 6000% de rentabilité, 6000% qui alimentent en fait une multitude d'intermédiaires, y compris ces groupes équatoriens qui donc ont gagné beaucoup d'argent, ont pu s'armer et surtout ont gagné une capacité à corrompre une partie de l'appareil d'État. On parle de 8000 hommes dirigés par Adolfo Macias, alias Fito, c'est beaucoup 8000. Absolument, sachant que c'est pas le seul groupe, et que ces gens-là, il faut les payer évidemment, et puis surtout, ce qu'il faut payer, ce sont les fonctionnaires que ces organisations corrompent. Et tout ça, en fait, ça vient de l'argent de la cocaïne. Et pourquoi tout d'un coup autant d'argent ? Eh bien parce que la production de cocaïne, elle a explosé ces dernières années. Essentiellement la cocaïne produite en Colombie. Les 3 principaux producteurs de cocaïne dans le monde, c'est la Colombie, la Bolivie, la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Mais en Colombie, la situation a évolué de façon incroyable ces dernières années. Aujourd'hui, la Colombie exporte 1700 tonnes de cocaïne, c'est plus 20% par rapport à l'année dernière, parce que la situation politique et militaire du pays s'est dégradée avec les accords de paix. Alors évidemment, la guerre est quasi terminée en Colombie, mais les groupes qui jusque-là étaient impliqués dans les combats, notamment des groupes qui appartenaient aux FARC, se sont reconvertis dans le trafic de drogue, et donc le trafic explose. Il y a de plus en plus de produits disponibles qui doivent être exportés. En fait, vous nous dites donc ce soir que l'Équateur est en quelque sorte un hub de l'Amérique du Sud et même dans le monde, dans le trafic de cocaïne. Vous avez cité le mot, est-ce que la corruption est un facilitateur? Est-ce que c'est même un rouage, un outil essentiel? La corruption, c'est même un actif, dirait-on, en tant que prof d'éco. Oui, la corruption, c'est vraiment un outil absolument essentiel pour ces organisations criminelles. Sans corruption, l'appareil d'État, il va faire ce pourquoi il est là, c'est-à-dire protéger les citoyens et donc arrêter les criminels, avant tout. Donc la corruption, c'est le produit, en fait, qui permet d'anesthésier des fonctionnaires. Attention, on parle de l'Équateur, il y a de la corruption partout dans le monde, même en France, à des degrés très divers, évidemment. Mais oui, c'est toujours utilisé par les organisations mafieuses, la corruption. Alors, vous explique aussi qu'il y a une partie prenante qui n'est jamais vraiment assez analysée. Ce sont les paradis bancaires, parce que tous ces gens-là ne feraient pas ce qu'ils pourraient faire sans blanchiment d'argent. On va en parler, mais d'abord, j'aimerais quand même que vous nous disiez comment vous avez fait, juste en quelques mots, parce que là n'est pas l'essentiel, pour pénétrer l'un des cartels les plus redoutables au monde, le cartel de Sinaloa. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce cartel. Au début, j'ai rencontré des membres de rang très très inférieurs au sein de l'organisation. Petit à petit, j'ai rencontré des gens un petit peu plus importants qui m'ont fait confiance. Et puis comme ça, pas à pas, j'ai rencontré des... Je pose la question, pardonnez-moi de couper, parce que sur ces images, on vous voit arriver et vous dites la DEA, l'Agence fédérale antidrogue américaine, elle peut être très près. Et donc vous êtes vraiment... c'est risqué pour vous des 2 côtés, en fait. Oui, mais je suis avec eux. C'est-à-dire que en fait, je dépends de leur sécurité. Là où je suis avec eux, là, c'est pour moi l'endroit le plus sûr du monde, parce que je suis protégé par le cartel lui-même. Vos confrères qui travaillent sur le cartel sans avoir le temps que j'ai moi pour les approcher, 10 ans, eux prennent des risques, ce sont des héros. D'ailleurs, beaucoup meurent en faisant leur travail. Moi, j'ai le temps, c'est la différence. Et c'est ce qui me permet de gagner leur confiance depuis toutes ces années, d'avoir gagné leur confiance, de pouvoir filmer dans les labos et de pouvoir aussi les suivre quand ils vont blanchir leur argent.
Une plongée inédite dans les laboratoires de M30, la pilule de fentanyl qui fait des ravages aux États-Unis. On va regarder un extrait du 3e volet de votre enquête Narco Business. Comment blanchir l'argent du cartel à Dubaï? Regardez. Lors des 2 premières parties de cette enquête, j'ai observé la production puis la vente du fentanyl. Une drogue surpuissante qui a tué 130 000 personnes l'an dernier aux États-Unis et qui est vite devenue la cash machine des cartels mexicains. It's a very good business. Yes. Et avant tout, du plus puissant d'entre eux, le cartel de Sinaloa. Estamos hablando que usted puede llevar de $1 millón en un mes. 2400%. C'est la rentabilité du trafic de fentanyl. Des milliards de dollars. Que faire de cet argent? What is the amount we need to invest? Pues es $1 millón o más. But much or Sí, es más. Pour l'injecter dans l'économie légale, les narcos doivent le blanchir. ¿Qué cantidad se puede comprar una propiedad? per iniziare 1,2 milioni appartamentos. And then we sell the properties and then we can put the money at the bank account. Retour à Culiacán, le fief du cartel de Sinaloa, au nord-ouest du Mexique. Ici, j'ai rencontré il y a quelques semaines un cadre d'un clan important du cartel pour qu'il m'explique comment le cartel exporte le fentanyl. Première cause de mortalité des 18-45 ans aux États-Unis, le fentanyl. Alors question, comment le cartel exporte-t-il cette drogue? Alors pour l'export, il y a toujours plusieurs vecteurs. Le marché essentiel aujourd'hui du cartel pour cette drogue, qui est vraiment la plus dangereuse au monde actuellement, c'est l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'ils doivent transporter la drogue du Mexique vers les États-Unis et vers le Canada. Alors je pensais qu'ils utilisaient des flux assez simples, en fait pas du tout. Ils séquencent en fait toute la chaîne logistique pour limiter le risque de saisie. Et limiter les pertes en cas de saisie. Donc il m'explique que ça peut quitter le Mexique dans un camion, après c'est transbordé dans un train, après ça passe dans des voitures, etc. Et ça inonde plusieurs villes américaines. Alors évidemment toute la côte ouest, mais aujourd'hui leur marché principal c'est New York, là où j'ai pu filmer finalement la vente et la consommation de cette drogue. Mais la pastille de M30, c'est-à-dire la pastille de fentanyl, ils disent M30, c'est le nom que donnent les narcos au fentanyl, entre le Mexique et le nord de Manhattan, cette pastille, elle a peut-être été transportée via 15 ou 16 vecteurs différents et par une vingtaine de personnes différentes. C'est un trafic de fourmis très très structuré. Alors quel est ce modèle économique? Donc on part de la fabrication, le laboratoire, vous y étiez notamment dans cet état de Sinaloa où il y a ce cartel, jusqu'au blanchiment d'argent. Là vous touchez à un tabou, le paradis bancaire. Sans paradis bancaire et notamment sans Dubaï. Mais pas seulement, mais Dubaï est central dans leur modèle économique. Les narcos ne pourraient pas faire ce trafic-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas tout ça pour la gloire, ils ne tuent pas par plaisir, même s'ils se moquent éperdument de tuer des gens. Ils font ça pour l'argent. Et cet argent, ils le gagnent en cash. C'est des milliards de dollars. Avec des milliards de dollars en cash, nulle part dans le monde on ne peut faire quoi que ce soit. Ces milliards de dollars, pour en jouir, pour les investir, il faut les blanchir, il faut transformer des tonnes de cash en lignes d'écriture sur des comptes en banque. Alors, il y a plein de façons de blanchir de l'argent. Le petit dealer ici, il va blanchir via des commerces, etc. Mais quand on fait des milliards de dollars, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut utiliser un couteau suisse du blanchiment, qui est le paradis bancaire, c'est-à-dire un État qui ne communique aucune information sur ce qui se passe au sein de ses frontières en matière bancaire à des États étrangers. Il y en a plusieurs. Le Panama en est un, les îles Vierges britanniques, Andorre, etc. Il y a beaucoup de paradis bancaires. Mais Dubaï est sans doute celui qui est le plus utilisé par les narcos, en tout cas par les narcos mexicains, parce qu'il présente un avantage. C'est qu'une fois que l'argent est arrivé, il est déjà en sécurité parce que les autorités ne diront rien. Mais en plus de ça, Dubaï, c'est le 2e centre immobilier au monde. Et donc, dès que l'argent est arrivé sur place, ce que disent les conseillers financiers aux narcos avec qui j'étais, il investit dans la pierre. On le transforme en quoi? En appartement, en compound, etc. Et là, l'argent, il est devenu totalement intraçable. Et ce, sans franchir une seule frontière. Dès que l'argent est arrivé sur un compte en banque, à Dubaï même, il suffit d'acheter un bien immobilier à Dubaï. Il y en a plein à la vente qui coûtent très cher. Et c'est fait ad vitam. L'argent, personne ne le reverra, sinon son propriétaire. Et donc, cette économie illégale, elle irrigue évidemment l'économie légale. Il y a des passerelles. On est d'accord. Parlons de l'Europe maintenant. Les narcotrafiquants mexicains, et pas seulement eux, commencent-ils à explorer le marché européen? Alors,
les narcos sud-américains et notamment mexicains sont en Europe depuis longtemps. Ce sont sans doute les premiers fournisseurs d'une drogue qui est très consommée ici, qui est la deuxième drogue en termes de consommation après le cannabis, qui est la cocaïne. Évidemment, ce sont eux qui irriguent l'Europe occidentale de cocaïne. Donc ils ont déjà ces comptoirs, ils ont leurs intermédiaires. C'est pas eux qui vendent dans la rue. Eux, c'est des grossistes. C'est-à-dire que eux, ils vont faire rentrer la drogue dans les ports d'Anvers, dans les ports de Rotterdam, dans les ports de Gênes, dans les ports de Valence, etc. Et ils connaissent les principaux acheteurs en gros européens, la 'Ndrangheta, la Camorra, la Mokromafia aux Pays-Bas, etc. Ils les connaissent très très bien. Donc avec eux, ils ont une relation commerciale ancienne. Et qu'est-ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui ? C'est de tester un nouveau produit. Ils vendent du fentanyl aux US. Ils disent pourquoi pas le vendre aussi en Europe. Et donc ce qu'ils me décrivent, c'est qu'ils essaient de convaincre leurs partenaires commerciaux en Europe de tester cette nouvelle drogue sur les marchés ouest européens. Le fentanyl est déjà arrivé en Grande-Bretagne. J'ai été il y a 10 jours. C'est déjà arrivé. Les narcos locaux vous disent oui, c'est déjà arrivé, on en vend un peu. Est-ce que ça prendra ? On ne sait pas. Ça arrive en Europe continentale, au sein de l'Union européenne. C'est les Mexicains qui me le disent. Pourquoi ? Parce que pour tester le marché, c'est terrible, mais c'est du marketing d'une façon totalement cynique. Ils font du marketing. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent à leurs interlocuteurs qui vendent de la cocaïne, ils leur donnent des petites cargaisons de fentanyl pour qu'ils puissent fourguer, si vous me permettez l'expression, du fentanyl à des gens qui prennent de la cocaïne ou qui prennent d'autres drogues, leur donner finalement gratuitement, en espérant qu'ils deviennent addicts, et ça ne manquera pas pour qu'après ils s'achètent. On retrouve les rouages de l'économie et du marketing, vous le dites. Vous avez cité Anvers, arrêtons-nous un peu sur la Belgique. L'an dernier, 2023, tentative d'échouer d'enlèvement du ministre de la Justice, qui aujourd'hui n'est plus en poste, Vincent van Quickenborne. La presse belge, notamment Le Soir, avait parlé, avec un point d'interrogation, la Belgique est-elle devenue un narco-État ? Alors, la Belgique et les Pays-Bas sont deux États qui ont fermé les yeux, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont notamment des magistrats locaux, ont fermé les yeux très longtemps sur l'émergence d'un crime organisé puissant dans ce pays qui est essentiellement incarné par ce qu'on appelle la Mokromafia, c'est-à-dire une mafia néerlandaise mais qui est très présente en Belgique également et qui tient essentiellement le port d'Anvers. La majorité des drogues qui rentrent en Europe aujourd'hui rentrent encore par le port d'Anvers, qui est tenu par cette organisation mafieuse. Mais attention, cette emprise, elle ne date pas d'il y a 3 semaines. Elle s'est faite en plusieurs années, en gros une petite quinzaine d'années. Cette organisation criminelle, elle s'est implémentée, vraiment, elle s'est installée dans le paysage criminel local, en corrompant, en payant, en investissant, exactement selon un schéma mafieux qu'on a pu observer dans les années 70-80 en Italie. Pour autant, est-ce que la Belgique est un narco-État ? Ma réponse, c'est non. Parce que l'appareil d'État belge comme l'appareil d'État néerlandais n'est pas en soi pénétré par ces flux-là. C'est très différent de ce qu'on a pu observer en Colombie, c'est très différent de ce qu'on peut observer dans des régions du Mexique, où il y a une corruption structurelle de certaines couches de l'appareil d'État. En Belgique, c'est évidemment pas le cas. Pour autant, cette mafia, elle est présente, elle est très dangereuse, elle est extrêmement violente, et surtout, elle est très riche. Elle aussi, elle gagne des milliards de dollars à collaborer avec les narco-mexicains, avec les narco-colombiens. Merci beaucoup pour votre éclairage, Bertrand Monet. Je rappelle qu'on peut toujours voir sur Internet, en collaboration avec Le Monde et l'EDEC, école, je disais, parisienne, mais vous enseignez à Lille, dans le nord de la France. C'est bien cela. Merci à vous Merci d'être venu sur notre plateau.